quel est le poids de la France sur ses capacités à influencer les décisions de l'Union Européenne? La France, au niveau de l'Union Européenne, ça va, hein, c'est... Le problème, c'est pas le poids de la France, c'est le poids que la France veut avoir. L'Union Européenne, c'est des institutions qui sont très malléables, hein. Tu prends le cas de la Pologne et la Hongrie, où constamment il y a des problèmes parce que justement ils refusent d'accueillir trop d'immigrés. Ils refusent aussi ils sont très très conservateurs comparés aux autres pays. Euh, Ce qui fait que bah, ils ont quand même un énorme poids, hein. Ces pays d'Europe de l'Est qui sont intégrés à l'Union Européenne, ils ont énormément de poids parce qu'ils décident. En fait, l'Union Européenne, c'est pas figé, hein. Si l'Union Européenne décide un truc, rien n'existe pour forcer l'Union Européenne, pour forcer un pays à appliquer le droit européen. Le droit européen n'a aucune signification juridique. Quand t'as des textes européens qui sont adoptés, ils font comment dire, il faut une transposition, pardon, j'avais oublié le mot, ils font une transposition dans le droit national. Ce qui fait que, bah, ils font une transposition dans le droit national et en fait, c'est à partir de ce moment-là où ça devient juridique. Mais à part ça, à aucun moment dans l'Union européenne ne vote des trucs et peut forcer les États à les appliquer. C'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, ça dépend, hein. Je pense que la France peut avoir un énorme poids géopolitique en Union européenne, à condition de choisir de le faire. Concernant la géopolitique française, penses-tu que la suppression de son corps diplomatique est une erreur? Pas assez renseigné sur la question, désolé. Est-ce que tu penses que le communautarisme est un problème pour la France d'un point de vue social? Mais bien sûr que c'est un problème d'un point de vue social. Excuse-moi, je rigole, c'est un peu un rire nerveux. Parce que, bah, à chaque fois, on a des exemples, hein. Ce qui se passe dans les cités, c'est un problème de communautarisme. C'est pas un problème économique. Je sais qu'il y a des gens qui veulent voir les émeutes comme étant un problème économique, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est communautaire. La raison pour laquelle ces gars-là vont aller casser des trucs, bon déjà parce que j'ai fait 2 vidéos là-dessus, c'est pas la peine d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est parce que bah ils se considèrent pas français en fait. Ils considèrent qu'ils ont le droit de casser ce pays, de casser des voitures, de cramer des apparts et tout, parce qu'en gros ils se disent ouais j'en ai rien à foutre de ce pays en fait. Et t'as eu des cas où là c'était, je me suis pas rendu compte de la portée politique de la chose quand j'ai fait mes 2 dernières vidéos, mais t'as des gars qui ont essayé de manière pitoyable et qui ont pas réussi, ils ont essayé de cramer le drapeau français. Ça n'existe nulle part ailleurs. Même en Suède, qui sont beaucoup plus à gauche que la France, un Suédois ne crame jamais son drapeau suédois. Même les Suédois, pour avoir vécu là-bas pendant 5 mois, les Suédois, à la moindre occasion, ils sortent le drapeau suédois. La moindre occasion. Un anniversaire, un apéro, quelqu'un qui vient d'avoir son bac. Les Bretons, lors de la Première Guerre mondiale, étaient en première ligne vu qu'ils ne parlaient pas français, étaient vus comme des citoyens de seconde zone. C'est complètement ça, hein. C'est les Bretons, la Bretagne, c'est la région qui a donné le plus de vie pour pardon, pour la première Guerre mondiale. Et en fait, oui, ils sont. Parce que ils ne comprenaient pas les ordres de leurs officiers. C'est très triste ce qui s'est passé, hein. Parce qu'en fait, la France, c'est un mix, enfin pas un mix, une synthèse du côté germanique, du côté celte et du côté latin. Donc, si tu dis que en gros, les Français sont des. Si pour être français, il faut être un Européen, bah, il n'y a rien qui justifie l'existence de la France dans ses frontières actuelles. C'est pour ça que dans le camp de droite identitaire, donc c'est vraiment bien à droite, en fait, pour eux, ils considèrent que la France n'a pas de raison d'être et qu'en gros, on devrait passer à une fédération européenne où en gros, ce serait que les régions. Pour moi, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs. Je comprends pas, en fait, bref. En tant que Marocain, quel bilan ferais-tu du règne de Hassan II? Oula. Alors, globalement positif, hein. Je dis pas ça parce que il y a eu des trucs négatifs. Non, j'ai cette réaction parce que ça prendrait énormément de temps. Hassan II, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Maroc. C'est le meilleur souverain que le Maroc ait eu. Très lucide sur pas mal de questions. Il donnait beaucoup d'interviews. Très cultivé. Il avait une classe incroyable, hein. C'est pas pour faire du patriotisme à la con, mais Hassan II avait une classe inégalée. Donc, son bilan, il a essayé de moderniser le Maroc, sauf que, bah, vu le nombre de coups d'État et tout qu'il a fait, oui, il était obligé de resserrer la vis et de montrer les dents de temps en temps. Sachant que c'est le premier roi à s'habiller en costard.
C'était le premier roi qui faisait autant d'interviews, qui se montrait autant au niveau géopolitique. Bah, pour moi, il a fait passer le Maroc dans l'ère, il a fait passer le Maroc d'un état de guerre de pays qui était au bord de la guerre civile. Il en a fait une puissance régionale respectable. Et ça, c'est très fort, hein, fallait le faire. Bof, l'Europe nous entube bien souvent quand même entre la réforme des retraites demandée par Van der Leyen, qui reçoit ses ordres des US, et des arrêts des subventions qu'on cotise. Mais bon, l'Union Européenne, c'est plus vraiment une succursale des États-Unis. Au niveau géopolitique, ça peut être le cas, par exemple, dans les guerres en Ukraine, où l'Europe, c'est quasiment du côté atlantiste, mais pas trop. Hein. Tu sais que, surtout au niveau de la concurrence, il y a beaucoup de tensions entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Beaucoup de tensions. Peut-on dire que par sa conception historique et ses héritages multiples, la France et l'Europe en concentré? Oui, complètement. L'Europe de l'Ouest. Parce que bon, la France a pas du tout d'influence d'Europe de l'Est. Mais oui, l'Europe de l'Ouest, la France est un concentré de tout. Faut voir, il y a 200 ans, hein, quelqu'un, par exemple, à l'Est, vraiment, Est, allez, peut-être Alsace, Moselle, Lorraine, tout ça, euh, bah, tu pouvais parler avec des Allemands, parce que l'Alsacien est intelligible avec l'allemand. Pareil pour les Flamands, enfin les gens qui parlent encore flamand en France, bah, c'est intelligible avec le néerlandais. Pareil, t'as encore des dialectes dans le sud qui sont plus proches de l'espagnol que du français. Du coup, et oui, bien sûr, on en parle beaucoup, mais oui, la Bretagne, donc le breton, le brésonnègue est intelligible avec certaines langues celtes, dont le cornouaillais, le langage parlé en cornouaillais. Un tout petit peu avec l'irlandais aussi. Aucune nation ne te demande de l'amour, uniquement du respect. Oui, complètement. C'est aussi simple que ça. Enfin, je comprends pas. J'ai jamais compris en vrai qu'en France, ça soit mal vu de dire que t'aimes ton pays. Enfin,